Autrefois leader électrisant de Led Zeppelin, Robert Plant a captivé des millions de fans avec sa voix puissante et sa présence scénique déchaînée. Mais derrière la musique se cachait une vie marquée par la perte, les épreuves et une pression constante. Aujourd'hui, alors qu'il approche des 80 ans, celui qui incarnait autrefois le rock'n'roll marche sur un chemin plus discret, plus mélancolique. Que s'est-il passé avec ce dieu du rock? Et pourquoi sa vie est-elle désormais empreinte de tristesse? Plongeons dans son histoire. Les racines de l'isolement et de l'identité. La jeunesse de Robert Anthony Plant fut teintée d'isolement et de mélancolie, une enfance façonnée par les difficultés, le déracinement culturel et un profond désir d'appartenance. Né le 20 août 1948 dans le paysage industriel austère de West Bromwich, dans le Staffordshire en Angleterre, Plant vient au monde au cœur des dures réalités de l'après-guerre. Son père, ingénieur civil diplômé et ancien membre de la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale, incarnait le sens du devoir et de la rigueur. Sa mère, d'origine romanie, portait quant à elle l'héritage doux amer d'une culture nomade souvent incomprise. Cette union improbable, entre la rigueur de la Grande-Bretagne d'après-guerre et le mysticisme itinérant de la vie romanie, a posé les bases d'une enfance marquée à la fois par la résilience et une profonde tristesse. En grandissant dans le quartier de Hayley Green à Ayleshowen, dans le Worcestershire, Plant s'est retrouvé aux frontières de deux mondes très différents. Le décor industriel de sa ville natale offrait peu de réconfort ou d'inspiration. Et pourtant, c'est dans cette dureté que sa vie intérieure a commencé à s'éveiller. Dès son plus jeune âge, Plant trouva refuge dans la musique, un sanctuaire qui lui permettait d'échapper à la morosité de son quotidien. Il se cachait souvent dans les coins sombres de sa modeste maison, trouvant du réconfort dans les notes de rock'n'roll diffusées à la radio. Comme il l'a raconté plus tard dans l'émission de Denton en 1994, « Quand j'étais petit, je me cachais derrière les rideaux à la maison à Noël et j'essayais d'être Elvis. Il y avait une certaine ambiance entre les rideaux et les porte-fenêtres, un son particulier pour un gamin de 10 ans. C'était toute l'ambiance que j'avais à cet âge, et j'ai toujours voulu être un peu comme ça. » Ses rêves précoces, bien que candides, étaient déjà empreints d'une tristesse révélatrice du vide émotionnel causé par une identité fracturée. La difficulté à concilier ces origines divergentes accentua encore le sentiment d'isolement de Plant. D'un côté, l'héritage strict de son père, empreint de rigueur militaire et des lourdes responsabilités de la reconstruction d'après-guerre, de l'autre, la richesse tumultueuse de la culture romanie incarnée par sa mère, faite de passion, mais aussi de tristesse innée. Dans une société qui marginalisait souvent de telles origines, le jeune Plant se retrouva pris entre des identités contradictoires. Évoquant son enfance, il déclara un jour « Je suppose que j'étais assez passionné par ma collection de timbres et l'histoire britanno-romanie. J'étais un petit garçon de collège, et je pouvais entendre cet appel à travers les ondes. Ce conflit intérieur laissa une marque indélébile, une quête permanente d'un endroit où il se sentirait enfin à sa place, même si le monde autour de lui ne lui offrait que des fragments d'un foyer culturel insaisissable. À l'école, Plant fréquenta le King Edward VI Grammar School for Boys à Stourbridge, mais l'environnement rigide et disciplinaire n'apporta aucun soulagement au tumulte émotionnel qui le rongeait. La structure académique entrait en conflit avec son esprit sauvage, avide de liberté. C'est durant ces années que le blues commença à l'appeler, une expression brute et authentique de la douleur et de la persévérance, qui trouvait un écho profond dans son cœur tourmenté. Les premières influences blues de Plant, en particulier des artistes comme Willie Dixon et Robert Johnson, devinrent pour lui un exutoire cathartique à ses émotions refoulées. « J'ai quitté la maison à 16 ans, se souvint-il plus tard, et j'ai commencé ma véritable éducation musicale, allant de groupe en groupe, approfondissant ma connaissance du blues et d'autres musiques qui avaient du poids et qui valaient la peine d'être écoutées. »
Son choix de suivre une voie musicale plutôt que de se conformer au parcours traditionnel n'était pas simplement un acte de rébellion. C'était un cri désespéré à la recherche d'identité dans un monde qui lui avait toujours refusé un sentiment d'appartenance. Malgré sa passion, le chemin fut semé d'embûches. Les premières années furent marquées par une lutte constante pour survivre. Dès l'âge de 13 ans, il distribuait des journaux, économisant assez pour envoyer de l'argent à King Records à Cincinnati. Ce geste audacieux témoignait d'une détermination inébranlable à goûter ne serait-ce qu'un instant à la musique qu'il aimait tant. Il se souvint: « J'ai eu les présages originaux de James Brown's Live at the Apollo, une voix absolument incroyable, illustrant le pouvoir transformateur que cette musique brute et authentique exerçait sur lui. Mais avec cette passion croissante planait aussi l'ombre de la pauvreté et de l'exclusion sociale, un rappel constant que la musique vibrante qu'il chérissait était un luxe inaccessible pour beaucoup dans son entourage. L'existence de Plant n'était pas seulement marquée par les difficultés économiques ou le déracinement culturel, mais aussi par la monotonie d'une vie toute tracée par les circonstances. Tant d'enfants blancs, anglais, nous n'avions pas de culture. Déplorait-il un constat amer sur l'absence d'héritage structurant dans un monde qui ne laissait entrevoir que de rares instants de beauté au milieu d'un combat incessant. Les signaux radio lointains, les échos sporadiques de musique venus d'ailleurs, et la chaleur éphémère des liens familiaux ont tous contribué à façonner une enfance à la fois tragiquement fugace et profondément formatrice. C'est dans ces premières années que les graines du génie musical de Plant furent semées, entre chagrin et aspiration. Un socle doux amer qui allait donner naissance à une carrière marquée autant par la brillance que par une mélancolie persistante. L'ascension et les luttes de Led Zeppelin. De leur formation en 1968 jusqu'à la production mouvementée de leur 7e album en 1975, les premières années de Led Zeppelin furent marquées par une créativité révolutionnaire entremêlée de difficultés incessantes. Le groupe, issu d'humbles débuts, devint l'un des piliers du rock, mais cette ascension fulgurante fut ternie par des épreuves qui laissèrent des cicatrices profondes sur leur héritage. En 1968, le guitariste Jimmy Page était à la recherche d'un chanteur pour compléter son nouveau projet musical. Son premier choix, Terry Reid, ayant décliné, Page assista à un concert dans un collège de formation pour enseignants à Birmingham. C'est là qu'il découvrit un jeune Robert Plant sur scène avec son groupe de l'époque, Hobbs Tweedle. Sa reprise de Somebody to Love de Jefferson Airplane fut si saisissante que Page mit immédiatement fin à ses recherches. Comme Plant le racontera plus tard. Je me produisais dans ce collège quand le manager Peter Grant et Jimmy sont venus me voir et m'ont demandé si je voulais rejoindre les Yardbirds. Je savais que les Yardbirds avaient pas mal tourné en Amérique, ce qui, pour moi, signifiait un public curieux de ce que j'avais à offrir. Donc j'étais évidemment très intéressé. Page, quant à lui, ajouta: « Quand je l'ai auditionné et entendu chanter, j'ai tout de suite pensé qu'il devait avoir un problème de personnalité ou être ingérable parce que je ne comprenais pas comment, après avoir chanté depuis quelques années déjà, il n'était pas encore connu. Alors je l'ai invité chez moi quelques jours pour mieux le cerner. Et tout s'est super bien passé. Aucun souci. » Cette rencontre, à la fois marquée par le scepticisme initial et une connexion immédiate, posa les bases d'un partenariat qui allait redéfinir le rock. Animés par une passion commune, Plant et Page formèrent une alliance créative, revisitant les classiques du blues pour leur insuffler une nouvelle dimension en phase avec l'esprit de l'époque. D'abord appelé les New Yardbirds, le groupe adopta rapidement le nom de Led Zeppelin, un nom qui allait incarner une nouvelle ère du rock. Leur premier album, sorti en 1969, révolutionna le genre en mêlant blues lourd, influences folk et passages acoustiques, remettant en question les définitions traditionnelles du rock.
Malgré la puissance brute et les performances électrisantes du disque, Plant déclara plus tard qu'il était injuste de considérer Zeppelin comme un groupe de heavy metal, soulignant qu'un tiers de l'album était acoustique. Ce mélange d'intensité sonore et de délicatesse devint rapidement leur signature, même si cette réussite fut accompagnée de profondes luttes intérieures. À mesure que leur popularité explosait, le rythme effréné des enregistrements et des tournées commença à peser lourd. Ce calendrier exténuant ne laissait guère de place au repos, et la pression constante d'innover provoquait épuisement physique et émotionnel. Chaque triomphe sur scène ou en studio avait un prix, celui du sacrifice permanent. L'atmosphère, bien que bouillonnante de créativité, était hantée par un sentiment permanent de menace. Ce pressentiment trouva un écho tragique en 1975. Au sommet de leur puissance créative, un grave accident de voiture à Rhodes, en Grèce, frappa durement le groupe. Robert Plant et sa femme furent grièvement blessés, forçant la suspension de l'enregistrement de l'album Présence pendant plusieurs mois. Les dates restantes de la tournée furent annulées. Cette pause forcée, inédite dans leur ascension jusqu'alors imparable, révéla la vulnérabilité derrière l'image légendaire du groupe. C'était un rappel brutal. Même les dieux du rock ne sont pas à l'abri des coups du sort. Les conséquences de l'accident laissèrent une empreinte émotionnelle durable. La douleur physique et l'incertitude liées à la convalescence poussèrent le groupe à s'interroger sur la viabilité de leur mode de vie frénétique. En studio, chaque nouvel accord, chaque parole portait la trace de cette réalité sombre, celle de ce qui avait été perdu et du prix de leur succès. La joie de créer était désormais teintée d'une conscience aiguë de la mortalité et de la fragilité de leurs accomplissements. L'environnement dans lequel évoluait Led Zeppelin était saturé de pression, tant interne qu'externe. L'exigence d'innover sans cesse, dans un paysage musical de plus en plus concurrentiel, alimentait des tensions créatives. Les premières années du groupe furent un fragile équilibre entre l'expression artistique et les impératifs commerciaux. Leur succès rapide engendra en parallèle de la gloire des relations tendues, de l'épuisement et un désespoir latent qui imprégna leur œuvre. Dans cette période agitée, les paroles de Robert Plant devinrent un exutoire essentiel pour les tourments du groupe. Dès Led Zeppelin II en 1969, son écriture évolua. Des simples reprises blues, il passa à des thèmes plus mystiques, philosophiques, souvent sombres. Des titres comme Immigrant Song faisaient référence à Valhalla et aux conquêtes vikings, mais trahissaient aussi une certaine mélancolie, un reflet des épreuves vécues. Même lorsque la musique s'élevait, les mots laissaient entrevoir la lutte intérieure et la pression constante du succès. Le processus créatif, à la fois refuge et champ de bataille, servait à exprimer une douleur profonde, mais rappelait sans cesse l'urgence du rythme imposé. L'écriture spontanée de Stairway to Heaven par Plant, en 1970 à Headley Grange, incarna un rare moment de clarté au milieu du chaos, une brève échappée face à la pression ambiante. Mais ces instants d'inspiration étaient éphémères, et l'industrie musicale reprenait rapidement ses droits, ne laissant guère de place à la solitude introspective qui aurait pu soulager cette peine collective. Ainsi, la période de 1968 à 1975 résume les premières luttes de Led Zeppelin, un temps d'accomplissement créatif majeur, entaché par des difficultés constantes et des tragédies profondes. Chaque note jouée, chaque parole écrite à cette époque porte la trace de leur génie musical, mais aussi du prix immense qu'il leur fallut payer pour y accéder. Réinvention au milieu des ombres de Led Zeppelin. Après la séparation de Led Zeppelin en décembre 1980, Robert Plant se retrouva à un carrefour. La mort de John Bonham avait laissé un immense vide dans le monde du rock, et pendant un moment, Plant envisagea même d'abandonner la musique pour une vie plus tranquille et conventionnelle. Peut-être une carrière d'enseignant dans le système éducatif Rudolf Steiner. Cependant,
Malgré l'attrait de la stabilité, une voix intérieure et les encouragements d'amis comme le batteur de Genesis, Phil Collins, le ramena sur scène. C'est ainsi qu'une carrière solo commença, marquée par le succès commercial, la réinvention créative et un sentiment omniprésent de mélancolie. Le premier album solo de Plant, Pictures at 11, apparut comme une déclaration audacieuse d'indépendance. C'était sa manière de sortir de l'énorme ombre de Led Zeppelin et d'affirmer sa propre identité musicale. L'album combinait des éléments de rock, de blues et de folk, enveloppés dans des riffs énergiques et des voix puissantes. Cependant, sous la surface, coulait un courant d'introspection et de tristesse, un rappel constant de la désintégration d'une époque. Cet album était bien plus qu'un nouveau départ, c'était un témoignage des cicatrices persistantes laissées par l'effondrement d'un groupe légendaire. L'année suivante, avec la sortie de The Principle of Moments, Plant attira une attention encore plus grande. L'album produisit des singles à succès comme Big Log et In the Mood, mettant en valeur sa capacité à mêler des mélodies douces et envoûtantes à un rock brut. Pourtant, derrière ces triomphes commerciaux se cachait une lutte constante pour la réinvention personnelle. Plant était tiraillé entre rester fidèle à ses racines musicales et la nécessité d'établir une identité distincte du passé monumental de Led Zeppelin. Dans diverses interviews, il a suggéré que la lumière des projecteurs de la célébrité était à la fois une bénédiction et une malédiction. Un rappel d'une époque où il appartenait à quelque chose de plus grand, mais aussi une source de solitude alors qu'il tentait de se réinventer. Malgré les succès précoces, le chemin de Plant en tant qu'artiste solo fut semé d'embûches. Les tournées de 1983, avec Phil Collins à la batterie, et celles de 1985 furent accueillies par des arènes complètes et des foules enthousiastes. Cependant, au milieu de l'adulation, Plant luttait contre un profond conflit intérieur. Chaque performance lui rappelait sa vie antérieure, un passé défini par des spectacles électrisants et une énergie qui avait révolutionné le rock. Pour échapper à cet héritage accablant, il évitait délibérément de jouer la plupart des chansons de Led Zeppelin lors de ses concerts en solo. Cette décision, visant à lui permettre de tracer un nouveau chemin, ne fit qu'intensifier l'isolement qu'il ressentait sur scène, hanté par les échos d'une époque révolue. À la fin des années 1980, la carrière solo de Plant entra dans une nouvelle phase, marquée par une exploration plus profonde des styles musicaux et une approche plus introspective de l'écriture. Ses collaborations avec le claviériste et compositeur Phil Johnstone aboutirent à 3 albums ambitieux, Now and Then et Fate of Nations. Ces disques étaient des tentatives de tracer un nouveau territoire musical tout en luttant contre le lourd fardeau de son passé. Le processus créatif durant ces années fut ardu. Plant dut affronter ses propres limitations et l'attente constante de retrouver la magie de Led Zeppelin. Pourtant, malgré la pression, ces albums contiennent des moments de beauté brute, avec des morceaux qui résonnèrent profondément chez les fans comme chez les critiques. Tout au long de cette période, l'atmosphère entourant le travail solo de Plant était imprégnée d'une introspection tragique. Bien que sa musique connaisse un succès commercial, elle portait l'empreinte émotionnelle d'un homme profondément affecté par la fin d'une époque. Ses voix, autrefois connues pour électriser les stades avec une puissance brute, portaient désormais souvent un soupçon de regret et de nostalgie. Les paroles, fréquemment mystiques et philosophiques, révélaient également des tourments intérieurs, un doux lamentin pour ce qui avait été perdu et ce qui ne pourrait jamais être retrouvé. Avec une voix décrite à la fois majestueuse et mélancolique, l'interprétation de Plant exprimait la lutte continue pour réconcilier son passé avec son présent. Dans la solitude du studio, de longues heures devenaient ses seules compagnes. L'espace créatif se transformait en un sanctuaire où il affrontait ses démons intérieurs tout en s'efforçant de produire un travail qui puisse répondre aux attentes immenses de ses précédentes réalisations. Collaborer avec Johnstone offrait un cadre d'expérimentation,
Mais cela rappela également à Plant le fardeau d'un héritage que peu pourraient jamais espérer égaler. Sa lutte ne concernait pas seulement la création de nouvelles musiques. Il s'agissait de se tailler un espace où sa voix personnelle puisse être entendue, libre des échos persistants de son passé légendaire. Le rythme implacable des tournées ajoutait une autre couche de difficulté à son parcours. Les performances, en direct, bien que marquées par un succès éclatant et des applaudissements enthousiastes, étaient sous-tendues par un profond courant de fatigue et de tristesse. Chaque concert servait de rappel brutal que l'adulation de la foule ne pouvait jamais effacer les souvenirs hantés de la perte ou l'immense pression de la réinvention. La scène devenait un champ de bataille où Plant menait une guerre silencieuse et incessante contre les fantômes de sa gloire passée, et les applaudissements n'offraient qu'un réconfort fugace avant de céder la place à l'isolement. L'un des défis les plus importants auxquels Plant fut confronté en tant qu'artiste solo fut le besoin constant de se redéfinir. Bien que de nombreux fans continuent de le voir uniquement comme le légendaire chanteur de Led Zeppelin, son travail solo exigeait qu'il abandonne cette image et adopte une persona plus vulnérable et introspective. Cette transformation fut incroyablement difficile. Laisser derrière lui le confort familier d'un groupe qui avait été sa maison créative et se forger une nouvelle identité nécessita une immense force émotionnelle. Plant a souvent évoqué la profonde solitude de ce processus, un voyage marqué par des doutes de soi et des questionnements existentiels. L'accueil critique de son travail solo fut une bénédiction mêlée de malédiction. Des albums comme Pictures at 11 et The Principle of Moments remportèrent des éloges et un succès commercial, mais ils furent aussi l'objet de comparaisons sévères avec la production monumentale de Led Zeppelin. De telles comparaisons renforçaient le sentiment d'isolement de Plant, un rappel constant qu'il était à jamais lié à un héritage dont il était impossible de s'échapper. En fin de compte, la carrière solo de Robert Plant durant les années 1980 et 1990 se dresse comme un récit d'un artiste luttant avec l'après d'une perte monumentale. C'est un voyage marqué par des sommets créatifs et des bas dévastateurs, une bataille incessante pour forger une nouvelle identité tout en restant hanté par le passé. Sa musique de cette époque est un registre émotionnel, un témoignage de la douleur, de la persévérance et de la lutte pour retrouver sa voix personnelle. Chaque note et chaque parole témoignent des sacrifices faits en quête de liberté artistique, un rappel mélancolique que même les succès les plus célébrés sont inextricablement liés à une profonde tristesse. La douleur derrière la légende. La vie privée de Robert Plant a été un parcours tumultueux, marqué par une profonde douleur, des chagrins déchirants et une lutte constante pour trouver un peu de réconfort face à des tragédies personnelles répétées. De ses débuts en tant que jeune musicien à ses années de maturité comme icône du rock, la vie de Plant en dehors de la scène a été façonnée par des relations qui l'ont tantôt porté, tantôt brisé, laissant derrière elle un sillage de souvenirs doux amers et de pertes irréparables. Robert Plant a épousé Maureen Wilson le 9 novembre 1968 au Roundhouse à Londres. Un moment qui semblait annoncer un avenir prometteur, alors que le jeune chanteur entrait dans la vie conjugale avec espoir et ambition. Les premières années du couple se sont mêlées à l'ascension fulgurante de Led Zeppelin, et Maureen était une présence constante durant cette période tumultueuse d'excès liée au rock'n'roll. Malgré le glamour des tournées et l'euphorie du succès, la vie personnelle de Plant était assombrie par une mélancolie persistante. Le couple a eu 3 enfants. Leur fille Carmen Jane, née en 1968, leur fils Karak Pendragon, né en 1972, et leur fils Logan Romero, né en 1979. Au départ, ces liens familiaux semblaient apporter stabilité et joie, un contrepoids bienvenu à la frénésie d'une vie de rockstar. Mais le poids de la célébrité et la pression des tournées constantes ont peu à peu fragilisé les fondations déjà délicates de leur relation.
Le drame survient en 1977 lors de la tournée américaine de Led Zeppelin, lorsque Karak, leur fils de 5 ans, meurt subitement d'une maladie intestinale. La perte de Karak est un choc dévastateur pour Plant, qui confiera plus tard avec gravité: « Ce n'était pas facile de traverser cette épreuve. Notre famille s'est soudée, mais le vide était immense. » La mort de Karak ne brise pas seulement le cœur de Plant. Elle le confronte à une vérité douloureuse. Aucun triomphe musical ne saurait combler l'absence laissée par une perte aussi intime. À la suite de cette tragédie, le groupe est contraint d'annuler les dates restantes de la tournée, et l'énergie joyeuse de Led Zeppelin cède la place à un profond sentiment de deuil et de désillusion. La disparition de son fils bien-aimé laisse en Plant une peine ancrée qui influencera aussi bien sa vie personnelle que sa carrière. Dans les moments de silence, loin de l'agitation des foules, le souvenir de Karak le hante, ce petit garçon de la nature dont le sourire et l'innocence illuminaient autrefois son monde. Ce chagrin n'est pas resté privé. Il s'est infiltré dans sa musique. La chanson « All My Love », coécrite avec John Paul Jones, devient un hommage bouleversant à Karak, capturant à la fois la douleur et l'amour qui ont marqué cette période sombre. Plant expliquera plus tard: « De temps en temps, il surgit dans mes chansons, simplement parce qu'il me manque énormément. » Ces mots traduisent la peine brute qui imprègne sa création artistique à cette époque, preuve que la perte intime peut faire de l'art un exutoire au deuil silencieux. Mais la mort de Karak n'est qu'un des nombreux défis auxquels Plant doit faire face. En août 1983, lui et Maureen divorcent, mettant fin à 15 ans de mariage. Cette séparation marque non seulement la fin d'une relation importante, mais symbolise aussi l'éclatement d'une cellule familiale qui avait jadis été un refuge dans le tumulte du show business. Le divorce laisse Plant seul et introspectif, amplifiant son sentiment de solitude et le poids de ses erreurs passées. Bien que Maureen ait été un soutien indéfectible durant les débuts de Led Zeppelin, la pression constante de l'industrie musicale et les tragédies vécues ensemble auront eu raison de leur union. Au cœur de cette tourmente personnelle, un autre rebondissement survient. En 1991, Plant devient père d'un garçon, Jesse Lee, avec Shirley Wilson, la sœur de Maureen. Cet événement ajoute une complexité nouvelle à une vie familiale déjà marquée par les blessures, mêlant passé et présent d'une manière aussi imprévisible que douloureuse. Si la naissance de Jesse Lee a pu représenter une lueur d'espoir, elle rappelle aussi la fragilité de ses relations personnelles, une lutte permanente pour réconcilier ce qui a été perdu avec ce qui pourrait encore être sauvé. Durant toutes ces années, la vie privée de Plant reste marquée par une tristesse omniprésente, bien éloignée de l'image publique de la rockstar. Dans ses interviews, il adopte un ton calme et réfléchi pour évoquer les sacrifices et le coût émotionnel de son parcours. « J'ai perdu mon fils. Je ne voulais plus être dans Led Zeppelin. Je voulais être avec ma famille », a-t-il confié un jour, un aveu poignant qui révèle à quel point la célébrité a un prix. Ces mots, rarement répétés en public, illustrent le conflit intérieur profond que Plant affronte depuis des décennies. Celui entre les exigences d'une carrière légendaire et le désir sincère des bonheurs simples de la vie familiale. Les difficultés de Plant ne se limitent pas à ses enfants ou à son ex-femme. Elles touchent tous les aspects de son existence, influençant son mode de vie, ses habitudes et bien sûr, sa musique. Dans une interview donnée à GQ en 2011, il revient sur l'ombre que son passé jette sur son présent. « Notre famille a toujours été proche de l'éducation Waldorf-Steiner dans les Midlands de l'Ouest et j'aimais la façon dont cela fonctionnait. Je pensais qu'il y avait quelque chose de plus honnête et sain à ranger l'ego dans le placard. » Mais même s'il reconnaît le besoin de se détacher des artifices de la célébrité, il ne peut échapper aux traces émotionnelles laissées par son passé. Les souvenirs de perte et les fantômes des relations brisées continuèrent de le hanter, nourrissant sa musique et ses prises de parole. Malgré toute cette douleur, le parcours de Plant est aussi une histoire de survie.
Un témoignage de la résilience d'un homme qui a porté le poids du chagrin tout en continuant à créer et à se produire. Après avoir vécu et voyagé pendant des années aux États-Unis, notamment dans le Sud, Plant finit par revenir en Angleterre, attiré par ses racines et le réconfort d'un environnement familier. Je regardais toujours vers la maison, me demandant comment allaient mes enfants et mes amis, a-t-il déclaré, un aveu empreint de nostalgie pour cette vie qu'il avait laissée derrière lui, même s'il poursuivait sa route artistique. Dans les moments plus calmes, quand les acclamations s'estompent, Plant se tourne vers lui-même. Il comprend que sa vie personnelle, avec toutes ses cicatrices, est indissociable de l'homme qu'il est devenu. Je pourrais continuer éternellement comme une sorte de Peter Pan virevoltant, confiait-il en 2014 à NPR, mais je me rends compte que la valeur de mon temps est énorme, énorme. Cette introspection, empreinte de mélancolie, révèle l'impact profond de ces épreuves sur sa vision de la vie et de l'art. Aujourd'hui, alors qu'il approche des 80 ans, la vie privée de Robert Plant reste marquée par les sacrifices et la douleur. Derrière son statut de légende et l'éclat de la célébrité, son histoire rappelle avec force qu'au-delà des projecteurs se cachent souvent des luttes et des blessures profondes. Et vous, que pensez-vous des sacrifices que la célébrité impose? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres récits sur la vie des icônes de la musique.